Avant de se poser la question de savoir si la Banque centrale peut sauver le système, posons-nous la question de savoir s'il est possible de rembourser la dette publique. Nous ne pouvons pas rembourser la dette de l'État. Rembourser cette dette reviendrait à détruire, rien que pour la dette française, environ 2300 milliards d'euros en 2019. C'est-à-dire, cela reviendrait à enlever 2300 milliards d'euros à la masse monétaire existante. La contraction de la masse de monnaie conduirait inéluctablement à une déflation sévère. Résumons tout ça sur un schéma. Voici dans l'ovale bleu la monnaie existante avant le remboursement de la dette. Le cercle rouge représente la dette. Après remboursement, une partie est utilisée pour neutraliser la dette, le cercle bleu. Il ne reste plus en monnaie restante après remboursement que la zone bleue. Il y a bien donc une contraction de la masse de monnaie qui conduit donc à une déflation. L'idée que l'État rachète une partie de la dette par de la monnaie existante est dangereuse, dans le sens où elle conduit à une contraction des moyens de paiement en circulation, donc à une déflation, avec toutes les conséquences que cela représente. Le plan de secours de 500 milliards d'euros pour redresser les économies des pays membres de l'Union européenne du 10 avril 2020. Étudions le premier étage de la fusée de l'aide européenne, le MES, de 240 milliards d'euros. Le MES est le mécanisme européen de stabilité, une institution financière luxembourgeoise créée en 2012 qui a pour vocation à accorder des prêts aux États de l'Union européenne. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne à hauteur de 27%, la France à hauteur de 20%, l'Italie à hauteur de 18% et l'Espagne à hauteur de 12%. Le MES dispose, en plus des 620 milliards de capital exigible des États, de 80 milliards d'euros de fonds propres. Le montant total du pare-feu européen atteint donc 700 milliards d'euros. Ce fonds a été alimenté par les États membres en fonction de leur richesse de 2012 à 2014. L'Allemagne y a contribué par exemple à 27% et la France à 20,2% comme je l'ai dit tout à l'heure. Cela correspond à une somme de 143 milliards d'euros rien que pour la France. Alors je vous pose la question suivante. Est-il normal que les États européens empruntent l'argent qu'ils ont placé dans le fonds européen? Imaginez que vous placiez votre argent en cas de coup dur à la banque. Le coup dur arrive et là le banquier vous dit qu'il faut emprunter l'argent que vous avez déposé à la banque. On marche sur la tête. De plus, il y a des clauses de conditionnalité de l'obtention de ce MES. Les États emprunteurs doivent remédier au déficit public en appliquant des réformes budgétaires sous peine de sanctions. L'Italie a obtenu l'accès aux lignes de crédit du MES sans devoir en contrepartie s'engager sur des réformes malgré le bras de fer avec les Pays-Bas. Voyons le deuxième étage de la fusée, les prêts de la BEI de 200 milliards d'euros. La BEI, c'est la Banque européenne d'investissement. Elle accorde déjà plus de 100 milliards d'euros de prêts aux PME. Le capital de la BEI est financé par la France à hauteur de 47 milliards d'euros, comme l'Allemagne et l'Italie. L'Espagne y contribue à hauteur de 28 milliards d'euros, les Pays-Bas et la Belgique à hauteur de 13 milliards d'euros environ. Là encore, comme pour le MES, il ne s'agit pas de dons, il s'agit de prêts. Mais quelle sera la durée de ces prêts et à quel taux? Voyons maintenant le troisième étage de la fusée, l'aide de la Commission européenne de 100 milliards d'euros. La Commission européenne débloquerait 100 milliards d'euros pour financer les mesures de chômage partiel prises par les États européens. Là encore, nous n'avons aucune information sur la répartition de ces aides ou prêts au sein des États européens. Parlons maintenant des Corona Bonds. Pour l'instant, il n'y a aucun accord trouvé sur la mutualisation des dettes au sein de l'Union européenne. Ce qui traduit la fracture, le manque de solidarité des pays du Nord, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et le Luxembourg, qui ne veulent pas payer pour les États du Sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et la France. Que se passe-t-il entre la Banque centrale européenne et les banques commerciales? La Banque centrale européenne injecte des liquidités
en échange de vente d'obligations d'État par les banques commerciales. La Banque centrale européenne espère que l'échange d'injections de liquidités, créé ex nihilo contre l'achat d'obligations d'État, incitera les banques commerciales à prêter aux ménages et aux entreprises ou à acheter de nouvelles obligations d'État. Mais il pourrait y avoir une fuite de liquidités de la part des banques commerciales au lieu d'alimenter l'économie réelle pour renflouer ses fonds propres. La chute des marchés boursiers a amputé la valeur des actifs détenus par ces banques qui voient leur bilan se dégrader. Et puis il pourrait y avoir aussi une fuite de liquidités pour acheter de nouveaux actifs financiers. Rien ne dit que les banques commerciales achèteront de nouvelles obligations d'État. Elles pourraient décider d'acquérir des actifs plus lucratifs à court terme, comme des actions à prix cassé après une correction des marchés boursiers, par exemple. L'injection de liquidités de la Banque centrale européenne contre la vente d'obligations d'État s'appelle un quantitative easing, QE. Le QE initial de 1100 milliards d'euros, lancé en 2015 et effectif à partir de juin 2016, a été suivi d'une augmentation de ce QE de 1600 milliards d'euros jusqu'en fin 2018. On y ajoute encore 2000 milliards d'euros d'opérations ciblées de refinancement à long terme 2 à 3 ans sur 9 mois, puis enfin le QE2 de 1050 milliards d'euros pour 2020. On obtient ici un total de 5750 milliards d'euros de QE. Dans le même temps, les dépôts des banques commerciales à la BCE sont passés de 300 milliards d'euros début 2011 à près de 2000 milliards d'euros fin 2017. C'est la preuve que les banques commerciales ont peur du risque d'illiquidité et d'insolvabilité. Elles veulent renforcer leur ratio, leurs réserves obligatoires, pour faire face à une crise de liquidité d'au moins 30 jours. Conséquences des quantitative easing par la BCE. La première conséquence est une baisse des taux d'intérêt à long terme. L'achat massif d'obligations d'État sur le marché secondaire par la Banque centrale européenne fait baisser le taux des titres obligataires. Par voie de conséquence, les nouvelles émissions d'obligations d'État deviennent moins intéressantes que celles déjà en circulation. Deuxième conséquence, la dépréciation de l'euro. L'augmentation de la masse monétaire dilue la valeur de l'euro par rapport aux autres monnaies. Troisième effet, l'augmentation du coût des importations. La dépréciation de l'euro sur le marché des changes provoque un renchérissement du coût des produits et des services importés. Si ces importations ont un poids important dans l'économie du pays, il en résulte une perte de pouvoir d'achat des ménages qui risque de se traduire par une baisse de la consommation interne. Si ce cercle vicieux se met en place, la politique d'assouplissement quantitative, loin de stimuler la demande et la production nationale, renforce les effets négatifs de la déflation. Une autre conséquence de la dévaluation monétaire, c'est la compétitivité accrue à l'exportation. La dépréciation de l'euro sur le marché des changes favorise la vente de produits et de services à l'exportation. En effet, la dévaluation de l'euro va permettre de relancer les exportations via la baisse du prix des produits des pays de la zone euro pour des acheteurs potentiels étrangers. Regardons le solde de la balance commerciale de certains pays de l'Union européenne en 2018. Regardons les excédents. L'Allemagne, 232,3 milliards d'euros. Les Pays-Bas, 67,1. L'Irlande, 48,2 milliards d'euros. L'Italie, 38,9 milliards d'euros. Suivi de la République tchèque, de la Belgique, du Danemark, de la Hongrie, de la Slovénie et de la Slovaquie. Tous ces pays exportent plus qu'ils n'importent. Une baisse de l'euro sur le marché des changes favorise donc les pays de la zone euro ayant une balance commerciale excédentaire, en particulier l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Irlande, l'Italie, la République tchèque et la Belgique entre autres. Pour comprendre le problème d'illiquidité des banques, il faut comprendre le marché interbancaire. Supposons qu'une partie des dépôts bancaires de la banque 2 migre à la banque 1, par virement par exemple, et qu'une plus grande partie des dépôts de la banque 1
migre à la banque 2. À la fin de la journée, la banque 1 enregistre un déficit de ses dépôts. Par manque de liquidité de ses actifs, elle demande un prêt à la banque 2. En échange, la banque 1 dépose en garantie des govies. Les govies sont des obligations d'État très peu risquées. Quand le prêt bancaire est remboursé, la banque 2 restitue les govies gagés. Mais si la banque 1 fait défaut sur le prêt de liquidité accordé par la banque 2, alors celle-ci garde les govies. Plaçons-nous dans le cas de 3 acteurs, 2 banques commerciales et la Banque centrale européenne. La banque 1 possède des titres obligataires de bonne qualité, très peu risqués, les govies. Par le quantitative easing, la BCE rachète ses obligations d'État en échange de liquidités. Pour des besoins de liquidité en cas de bank run, la loi exige un ratio de liquidité figé qu'on ne peut pas gager. La banque 1 possède des titres obligataires de moins bonne qualité après la vente des govies. Comme les titres obligataires sont de moins bonne qualité, la banque 2 peut refuser de prêter des liquidités à la banque 1. Par voie de conséquence, par un nouveau quantitative easing, les obligations d'État sont achetées par la BCE en échange de fourniture de liquidités. Quels sont les risques de cette stratégie? La BCE pourrait refuser d'accorder des liquidités contre des obligations douteuses, de moins bonne qualité. La banque 1 se retrouverait en situation d'illiquidité et pourrait faire faillite. Le deuxième risque envisageable, c'est qu'en cas de faillite, la banque 1 ne puisse plus rembourser les prêts de liquidité à la banque 2. La banque 2 garderait les titres obligataires de moins bonne qualité qui constitueraient pour elle une perte sèche, et elle pourrait se trouver à son tour en situation d'illiquidité et d'insolvabilité par effet domino. Conclusion, le risque de prêt à long terme aux entreprises est beaucoup plus risqué et moins lucratif que les opérations sur les marchés. En effet, en cas de défaut de paiement, les gages obligataires govies sont plus liquides et monnayables plus facilement qu'une hypothèque sur une usine par exemple ou du matériel industriel. Les banquiers privilégient donc la spéculation sur le très court terme. Analysons la stratégie des marchés sur les obligations. Il y a 2 façons de gagner de l'argent avec une obligation. La première, c'est d'acheter une obligation, de la garder jusqu'à son terme. Par exemple, j'achète une obligation de 1000 € à taux fixe de 4% sur 10 ans. Au bout de 10 ans, je récupère les 1000 € initiaux, plus les intérêts de 40 € par an, c'est-à-dire 400 € sur 10 ans, soit un total de 1400 €. La deuxième façon de gagner de l'argent avec une obligation, c'est d'anticiper à court terme une hausse du prix de celle-ci à cause de la baisse des taux. Reprenons notre exemple où j'achète une obligation de 1000 € à taux fixe de 4% sur 10 ans. Les taux baissent à 3% cette fois-ci. Les nouvelles obligations émises sont moins intéressantes que celles que je détiens, donc le prix de mon obligation augmente. À la vente, je fais donc une plus-value. Si je me suis trompé dans mon anticipation et que le prix de mon obligation baisse du fait de la remontée des taux, que se passe-t-il si j'achète toujours la même obligation de 1000 € à taux fixe à 4% sur 10 ans et que les taux montent à 5%? Cette fois-ci, les nouvelles obligations émises sont plus intéressantes que celles que je détiens. Donc, le prix de mon obligation diminue. À la vente, j'essuie donc une perte. On touche du doigt le point sensible sur la détention à court terme d'obligations destinées à la revente. Les marchés financiers peuvent essuyer de lourdes pertes sur les obligations qu'ils détiennent en cas de hausse des taux d'intérêt. Pour éviter ces pertes, ils n'auront comme autre choix que de garder ces obligations
jusqu'à leur terme, mais les taux sur les obligations d'État françaises et allemandes sont passés en territoire négatif. En mars 2020, le rendement du Bund allemand était de moins 0,86%, sans compter l'inflation, même si elle est faible actuellement. Imaginons un achat en mars 2020 de 1000 € de titres obligataires avec un rendement de moins 1% sur 10 ans et une inflation de 1% par an sur 10 ans. Je vais perdre donc 10% sur les 1000 € dû au rendement et moins 10,5% sur l'inflation cumulée sur 10 ans. Donc une perte de moins 20,5% sur mes 1000 €, ce qui revient au bout de 10 ans, une récupération de 795 € sur les 1000 € que j'avais placés au départ il y a 10 ans. Conclusion. Les marchés financiers ne placent pas leur argent à long terme en essuyant des pertes. Ils spéculent à court terme sur une hausse du prix des obligations due à une baisse des taux d'intérêt, et ces obligations qu'ils détiennent, ils les vendent pour faire des plus-values. C'est un jeu très dangereux. Si les taux d'intérêt des nouvelles obligations émises remontent, le prix des obligations détenues va baisser. Cela engendrera pour le vendeur une perte sur ses obligations. Il a le choix de ne pas vendre et de garder ses obligations jusqu'à son terme. Mais s'il garde ses obligations jusqu'à son terme et que le taux d'inflation augmente sensiblement, alors il essuie là encore des pertes. Pour conclure, pour ne pas essuyer de pertes sur les titres obligataires détenus, les taux d'intérêt doivent perpétuellement baisser pour maintenir cette possibilité d'achat d'obligations destinées à la revente à très court terme pour faire des plus-values. Scénario 1, les taux baissent. Imaginons que les marchés financiers détiennent des anciens titres obligataires. Il y a une nouvelle émission de nouvelles obligations avec des titres obligataires moins intéressants que les anciens titres du fait de la baisse des taux. Les investisseurs vont acheter les anciens titres obligataires et les marchés financiers vont faire une plus-value sur la vente. En même temps, ils vont acheter des nouveaux titres obligataires pour anticiper, en anticipant, une baisse du taux et donc une plus-value future sur la revente de ces nouveaux titres obligataires. En même temps, la BCE, par son quantitative easing, rachète des anciennes obligations d'État. Que se passe-t-il dans le cas d'une remontée des taux obligataires? Scénario 2. Les marchés financiers ont toujours les anciens titres obligataires en leur possession. Il y a émission d'une nouvelle obligations d'État, mais cette fois-ci, les taux montent. Donc les anciennes obligations sont moins intéressantes que les nouvelles qui ont été émises. Que va-t-il se passer? Les marchés financiers ne peuvent plus vendre les anciennes obligations, sinon ils perdraient de l'argent. Les investisseurs ne veulent pas des anciennes obligations. Ils préfèrent les nouvelles qui sont plus juteuses. La BCE va racheter ses anciens titres obligataires, mais les marchés financiers vont perdre de l'argent à la vente de ces anciens titres par rapport au prix d'achat initial. Pour résumer, par une remontée des taux, par l'inflation, on pourrait assister à un krach obligataire.